Si j'avais voulu faire des polémiques sur toutes les unes du Figaro, mais je n'aurais cessé toutes mes soirées de faire des meetings sur les unes du Figaro, alors qu'elles ont fait mes joies. Vous pouvez pas vous imaginer le plaisir que c'est le matin de savoir ce que vont être les arguments de notre adversaire. Je me demande même si si les Français ont décidé, François Hollande, élu président de la République, embarras au Parti socialiste. Il y a un an, ça sonnait comme une bonne blague qui faisait rire les journalistes. Aujourd'hui, l'embarras semble parfois bien réel, y compris au PS. Mais quelle est la responsabilité du président dans cette image dégradée? Quelles erreurs a-t-il commises? Et comment son image a-t-elle évolué au fil des mois? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, un président installé depuis un an à l'Élysée avec nous 4 invités. Robert Zarader, communicant de votre métier, mais vous avez aussi la particularité d'être un ami de François Hollande, d'où votre regard doublement intéressant pour cette émission. Jean-Louis Missika, sociologue, spécialiste en communication, vous siégez au Conseil de Paris, vous conseillez Anne Hidalgo, mais pas François Hollande, je précise. Stéphane Rosès, spécialiste de l'opinion, fondateur de l'agence CAP. Alors vous avez, pendant la campagne présidentielle, travaillé avec le candidat Hollande, mais ce travail s'est arrêté à l'élection, ce qui vous permet d'avoir un regard distancé aujourd'hui, tout en le connaissant. Et enfin, Guy Alvez, alors vous n'êtes ni ami, vous n'avez pas travaillé avec François Hollande non plus, voilà, mais vous êtes conseiller et expert en communication, vous vous intéressez à toutes ces questions d'image, gestion d'image aujourd'hui intéressante concernant François Hollande, puisque son image, ça n'a échappé à personne, c'est beaucoup dégradé, et ce qui semblait au départ être des trouvailles de communication, des trouvailles voilà, pour mettre en place, installer un style normal, et bien se sont avérées dévastatrices. Petit retour en arrière, avec cette habitude de se mêler à la foule, de se lancer dans des bains de foule sans cordon de sécurité. On regarde, c'était il y a un an, les beaux jours. Un passager surprise arrive à la gare du Nord. Le président se rend au sommet de Bruxelles en train et prend le temps de poser avec tous ceux qui réclament une photo. Merci, monsieur le président. Merci. Allez, avec monsieur le contrôleur. Merci beaucoup. Billet composté par ses soins, François Hollande a 10 minutes d'avance. Alors, il savoure l'accueil. Tu me prends en photo? Allez. Bah, chaque fois que je pourrai prendre le train, oui, ce sera comme ça. Mais je ne sais pas si je serai toujours bien accueilli. Là, on verra. Ce sera un baromètre aussi. Voilà, ce sera un baromètre. Alors depuis, le baromètre, c'est un peu, je sais pas, affolé, peut-on dire, comme on l'a vu lors des déplacements à Dijon et à Tulle. Petit montage. Non, parce qu'on ne fait pas tout. Ah bah, comme vous voulez, c'est pas un problème. Non, on vous voit déjà assez à la télé. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Allez, elles sont où? Bonjour, faudrait pas oublier d'être de gauche, monsieur Hollande. Jamais. Mais on serait derrière vous si vous étiez de gauche. Alors, arrêtez de bousculer tout le monde, là, d'accord? Valérie Trierweiler qui a l'air excédée, un peu à bout de nerfs, mais il faut dire qu'elle entend, elle aussi, des choses désagréables, comme lors du déplacement à Dijon. Et nous ne marions pas. On n'aime pas. On n'aime pas. Voilà. Voilà, François Hollande l'avait prédit, ce serait son baromètre. Alors la question, c'est faut-il continuer à rechercher ce genre de contact, à organiser ce genre de déplacement quand on est impopulaire, Jean-Louis Missika? Il y a un moment où l'impopularité est telle que ça devient impossible. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat. Et là, pour François Hollande, on n'en est certainement pas loin. Donc oui, effectivement, vous savez, les bains de foule, ça marche quand la foule n'est pas en colère ou quand elle n'est pas irritée. Et donc c'est toujours un baromètre, absolument. Le mot baromètre est bien choisi. Voilà, il l'avait bien trouvé. Alors, sachant que quand même, concernant Jacques Chirac à une époque, Nicolas Sarkozy, bon, les bains de foule étaient quand même davantage organisés. Il y avait le public, entre guillemets, derrière des barrières. Alors, ça n'avait pas empêché à Nicolas Sarkozy de se faire attraper par la manche, on s'en souvient. Mais il y avait quand même quelque chose d'un peu plus cadré, d'un peu plus organisé. Est-ce que là, c'est pas aussi une difficulté de ce genre d'image? Parce que là, on voit bien qu'on est dans une espèce de désorganisation
révolution complète aussi. Mais au départ, il y avait sans doute un parti pris d'ailleurs à la une du Monde. François Hollande avait dit au tout début, mais un style, ça met du temps à s'imposer. Donc clairement, autour de l'idée de présidence normale, il y avait l'idée d'un président du quotidien, proche des Français. Voilà, donc pas de barrière. Voilà, pas de barrière. Et on s'est aperçu très vite que François Hollande est revenu, notamment lors de sa grande conférence de presse en novembre, dans les ors de la République. Alors c'est une façon de dire que ce n'est ni le président ni les communicants qui imposent quoi que ce soit au pays, c'est le pays qui impose son style. Donc c'est une façon de dire que la fonction présidentielle s'impose au président. Oui, ça c'est ce qu'avait... Il n'en est pas, voilà, il n'en est pas maître, et Jean-Louis Misica a raison de dire qu'il y a une question d'impopularité au bout d'un certain temps, mais au-delà de ça, au tout début, il avait voulu imprimer sa propre marque un peu à la Scandinave ou à Pays du Nord. Or, ce n'est pas notre imaginaire, ce n'est pas notre tradition. D'accord, et pourtant il a continué, hein, même si effectivement, dans certains exercices, il est revenu à une certaine normalité. Vous évoquiez la conférence de presse. Pour les déplacements, il est resté dans cette image assez improvisée. On le voit lors du récent déplacement à Tulle. Robert Zarader, c'est quoi? Ça lui correspond? Vous pensez qu'il peut changer sur ce terrain-là? Moi, j'ai une interprétation un petit peu différente de celle qui vient d'être apportée. Je crois qu'on a présenté cet exercice comme un exercice de communication, et d'ailleurs, y compris en considérant qu'effectivement la communication, l'organisation était défaillante. Je crois que le sens de la causalité, il est inverse. Je ne pense pas que ce soit les communicants qui aient besoin d'organiser ce type de déplacement. Je crois que fondamentalement, c'est lui qui a besoin de sortir de l'endroit où il est, qui est probablement beaucoup plus enfermant qu'il ne l'avait lui-même estimé au départ. Et je pense que François Hollande est quelqu'un qui a besoin de ce contact-là. Alors que ce contact soit mal organisé en la circonstance, probablement. Rugueux. Qu'il faille probablement tenir compte de l'impopularité, c'est une certitude aussi. Mais je crois que le sens de la collégialité est inverse. Ce n'est pas un exercice de communication qu'on lui fait faire. Je crois que c'est fondamentalement un besoin qu'il a d'aller vers. Même si c'est pas évident, voilà, mais du coup, ça renvoie des images quand même assez terribles, même s'il en a besoin. Enfin, il a peut-être besoin de l'échange, mais est-ce qu'il a besoin des images? Il a probablement pas besoin de ces images-là. Et probablement, il a organisé différemment ce type de déplacement. Ce dont il est certain, c'est qu'il a besoin aujourd'hui d'aller vers les Français. Et je crois que c'est un besoin qui est absolument consubstantiel chez lui. D'accord, oui. Oui, moi je peux faire état d'une expérience personnelle. Dans mes fonctions d'adjoint au maire de Paris, je l'ai accompagné visiter l'Institut Curie. Il devait rester une demi-heure, il est resté 2 heures. Il a parlé avec les chercheurs, il leur a posé des questions sur... Ce côté du personnage est réel. Je partage le point de vue de Robert Zarader. Maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps ça peut durer, et est-ce que l'impopularité ne va pas conduire à des situations où le dialogue deviendra extrêmement difficile. Sachant que de toute façon, l'image qu'on verra dans les journaux, ce ne sera pas forcément l'image... Voilà, c'est toujours l'incident. Là, on a vu... C'est d'ailleurs ça qui est intéressant dans les médias d'aujourd'hui, c'est qu'on a vu une personne se faire alpaguer par la police, c'était à Dijon. Hein. Voilà, alors c'est cette image qui tourne en boucle, y compris chez vous. Il n'empêche qu'il a quand même discuté. C'est une image de Public Sénat en plus, alors faut le dire. Il a discuté avec plein de gens à Dijon, donc voilà, je veux dire, ça ne veut pas dire que les médias déforment, ça veut dire que les médias s'intéressent à ce qui fait incident, à ce qui fait problème, et c'est d'ailleurs leur fonction. Et il s'expose effectivement lors de ces rencontres à ce risque, oui, Guy Elvez? Alors il s'expose à ce risque évidemment, et s'expose surtout à un dégât d'image qui peut accélérer sa perte de popularité, parce que je pense que les Français intrinsèquement n'aiment pas voir leur président maltraité. Il y a une façon d'un manque de respect, et ce manque de respect, s'il n'y a pas une forme d'autorité en face qui règle ce manque de respect-là, on peut avoir une part de confiance. Et on voit bien qu'en ce moment, et je pense au contrôle, mais que les principaux défauts qu'on lui accorde sont de l'inconnu, et c'est un peu cette image de manque d'autorité. Et quand on voit ces images-là, quand on voit des images que Sarkozy aurait eues, que Chirac aurait eues, si ça n'avait pas été complètement verrouillé autour de ces deux présidents-là, on aurait eu les mêmes. Et malgré le verrouillage, comme disait Jean-Louis Misica, il y a eu quelques incidents avec Nicolas Sarkozy. Mais ces images-là marquent et restent dans l'inconscient et, à mon avis, accompagnent cette dégradation d'image collective pour lui. D'accord, ok, oui, c'est un espèce d'un effet... voilà. C'est très juste de dire, on est tous d'accord ici, c'est que ça correspond bien à ce qu'est réellement François Hollande, à son tempérament. En Corrèze, il est comme ça, et une fois président, il souhaite
continuer. Le vrai sujet, c'est est-ce que quand on devient président de la République, on peut continuer à être dans un style complètement naturel? Est-ce que son style, je dirais, appartient à la personne? Je ne le pense pas. Par exemple, au tout départ, vous vous souvenez que la question de son logement, le fait que le matin, il puisse lui-même aller acheter ses croissants, il y avait cette idée qu'il pouvait continuer sa vie comme s'il n'était pas président de la République, avec sa compagne qui tweet et tout ça, et je ne crois pas du tout. Alors un petit mot, parce qu'après on va passer à la suite. Non, juste un mot, je pense que, au contraire, la France aurait besoin de sortir de la monarchie républicaine, que Hollande a voulu le faire, que la situation politique, la crise économique et le problème d'autorité auquel il est confronté fait qu'il revient vers les fondamentaux de la monarchie républicaine, mais je ne suis pas sûr que ça résout le problème. Que ça résout le problème. Alors, mais là, il y a un désaccord de fond. La France, c'est la France. La France, c'est la France. Voilà. C'est dommage, mais c'est ni la Scandinavie ni les États-Unis. Nous ne sommes pas d'accord. On a vu que vous n'étiez pas d'accord. On va le voir à partir d'autres extraits. On a parlé de cette question d'improvisation concernant ces premiers extraits. Alors, cette improvisation, elle n'a pas concerné que l'organisation des bains de foule. On a pu la voir aussi lors de l'affaire Cahuzac, où là, François Hollande a donné l'impression d'improviser, du moins dans la forme. Par exemple, lors de la première déclaration, suite aux aveux de l'ex-ministre, eh bien, il intervient le lendemain lors d'un point presse, pas d'un point presse, non, d'une déclaration enregistrée à l'issue du Conseil des ministres. Regardez. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir, sans le déclarer, un compte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite. Et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. Voilà, donc là on peut dire qu'on est dans le registre de l'émotion, de la colère, il y a des mots forts, impardonnables. Et pourtant, le lendemain, lorsque François Hollande est réinterrogé sur le sujet lors d'un déplacement au Maroc, eh bien, il est dans un registre tout différent, regardez. D'abord, s'il y a des initiatives à envisager, ce n'est pas ici, au Maroc, que je vous les livrerai. Mais je comprends que, face à ce qui s'est produit, qui est un choc considérable, c'est-à-dire qu'un homme qui était au gouvernement ait pu mentir comme il l'a fait, non seulement au chef de l'État, au Premier ministre, mais au Parlement. Voilà, alors il le dit lui-même, les annonces ont déjà été faites, notamment celle sur la publication du patrimoine des ministres. Pourtant, il réintervient et il réinterviendra encore la semaine suivante lors d'une conférence de presse, une vraie cette fois-ci à l'issue du Conseil des ministres. Je le dis très clairement, la défaillance d'un homme ne doit pas jeter le discrédit, le soupçon sur les élus qui se dévouent pour le bien public sans en retirer le moindre avantage. C'est pourquoi les règles qui régissent l'établissement, le contrôle et la publication des patrimoines des responsables publics seront entièrement revues. Voilà, alors donc 3 déclarations, des styles très différents et du coup une question, pourquoi 3 ? Pourquoi faire autant de déclarations sur un même sujet pour ne pas annoncer finalement grand-chose de différent et laquelle est en trop, Jean-Louis Missika ? Si on se place d'un point de vue purement de technique de communication, ça n'est pas maîtrisé, quoi. On voit bien qu'il y a un problème de maîtrise. Personnellement, mais là, chacun a son avis, c'est pas une science exacte. On va voir, vous n'êtes pas toujours tous d'accord. Personnellement, je pense qu'il aurait dû aller soit à 20h, soit faire même une déclaration à 20h sur les 2 chaînes de télévision et donner un caractère plus solennel à son intervention, quitte à attendre après son déplacement marocain pour pouvoir faire cette intervention, mais en annonçant cette intervention.
Mais si vous voulez... D'accord, on devrait intervenir moins rapidement. Parce que... Oui, c'est pas seulement moins rapidement, c'est s'adresser directement aux Français. Vous comprenez bien que quand il fait une déclaration sur le perron de l'Élysée à l'heure du déjeuner, il s'adresse à des journalistes qui vont s'adresser aux Français. Et donc il n'a pas d'adresse directe au peuple français sur un sujet de cette importance-là. Donc c'est pas seulement la précipitation, c'est également à qui l'on parle et comment on s'exprime. Et puis l'histoire de la porte, là, c'est absolument incompréhensible sur le plan visuel. Il parle derrière, il y a une porte ouverte derrière lui et une autre porte fermée derrière la porte ouverte. Donc voilà, est-ce qu'il est entre deux portes? C'est très, très étrange. Oui, et, étonnant, et la première déclaration, il n'y a même pas de pupitre. Donc l'équilibre des mains n'est pas assuré. Donc si vous voulez, si vous prenez l'ensemble de la séquence, là vous vous rendez compte que techniquement il y a un problème. Oui, c'est vrai que ça sent l'improvisation. D'ailleurs, il dit à un moment, il a menti au chef de l'État. Alors il se montre lui-même. C'est vrai qu'il y a une gestuelle qui est du coup assez surprenante, on va dire, pour ce genre d'allocution. Oui, un petit mot, Guy Elvel. Non, mais effectivement, il y a une gêne visuelle parce qu'on se rend compte à ce moment-là à quoi sert un pupitre. Ça sert à cacher les mains. Non, mais ça sert à cacher les mains et ça sert à les poser dessus pour pas voir tous ces mouvements qui visuellement vous font que vous n'écoutez plus le président. Et ensuite, il y a une précipitation non pas dans le timing et le temps qu'il a mis à répondre, mais dans ce qu'il annonce. Sa première intervention, il est là pour se dédouaner. Et uniquement pour se dédouaner, pour dire je ne suis responsable de rien, je n'étais pas au courant. Dire nous, c'est nous, le gouvernement et l'exécutif. Mais il n'y a aucune annonce, c'est une forme de contrition. Enfin, il annonce déjà les principales, les grandes lignes. C'est très vaste, c'est très très vaste. Il n'y a pas d'annonce concrète, mais on a le sentiment d'une improvisation parce qu'il ne dit rien de concret et qu'ensuite, visuellement, c'est catastrophique. Mais alors, il y a effectivement ce que vous dites tous les deux, puis il y a quand même on a l'impression qu'il est beaucoup dans le registre de l'émotion, enfin on a l'impression qu'il est assez ému et en colère, etc. Il n'emploie des mots assez forts, alors on se demande si c'est quelque chose qui est travaillé, cette émotion, ou du moins qu'il a voulu la rendre, ou alors s'il est effectivement un peu débordé par l'émotion. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Jarader? On peut être ému sans être débordé, et puis en regardant certaines images, finalement, on préfère être l'ami de François Hollande que son conseiller. D'accord. Mais mis à part ça, vous voyez ces images, mis à part ça, je rajouterais même un autre fait qui est anecdotique, mais sur la troisième de mémoire sur la troisième intervention, parce que durant la troisième intervention, tout d'un coup, effectivement, il y a une espèce de rupture de sens, et il revient sur le problème des 3% de déficit et sur la politique de rigueur comme une espèce de parenthèse qui répondait effectivement au début d'une polémique d'un assouplissement alimentée politique par Arnaud Montebourg durant cet exercice qui portait sur essentiellement l'affaire Cahuzac. Je pense qu'en revanche, la réalité, c'est qu'il y a une vraie émotion. Je pense qu'il va déborder. Il est réellement ému. Il est réellement trompé par un des siens. Et je crois qu'il assume cette situation. Et qu'effectivement, une seule intervention où les mesures auraient dû être déjà un peu plus ciselées aurait largement suffi. C'est fou parce qu'on se dit quand même, alors on a des conseillers en communication sur ce plateau qui ne travaillent pas avec François Hollande, mais il y en a peut-être quand même qui travaillent avec François Hollande, mais ils n'ont pas pensé au pupitre, ils n'ont pas pensé aux portes, ils n'ont pas pensé à l'image. L'image est piquée à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que Barack Obama a pris l'habitude de faire des interventions un peu solennelles devant ce grand couloir de la Maison-Blanche, mais il y a une forme de profondeur, c'est joli, c'est esthétique. Il fallait ouvrir la porte encore derrière. Je ne sais pas s'il fallait l'ouvrir, mais il ne fallait pas s'arrêter à la moitié. Puis au-delà des portes... L'affaire Cahuzac appelait des questions, et donc il fallait soit passer à 20h, il s'agissait de répondre à... Soit on faisait quelque chose de très solennel, oui, ou alors on aurait pu faire quelque chose dans l'émotion ou la colère, il aurait pu soit aussi. Quelque chose de très solennel, mais là, évidemment, on le voit bien visuellement, la solennité n'y est pas, soit répondre à des questions très précises. Dans une conférence de presse. Dans une conférence de presse, où bien ça a été dit lors d'un 20h, avec un dialogue avec des journalistes sans concession, parce qu'effectivement, le pays a été très très frappé de l'idée même que la fonction au sommet de l'État n'ait pas été préservée. Mais alors du coup, ce que ça dit aussi, c'est qu'il n'a pas choisi, en fait, quand on voit ces différentes allocutions, parce que on a bien diagnostiqué le problème, mais c'est quoi? C'est qu'il n'a pas su choisir un mode d'intervention, ou qu'il n'a pas su... Vous avez dit improvisation, moi je pense que le mot improvisation est juste. Il a improvisé, à ceci près que ça a été enregistré. On n'est pas sur du direct, c'est-à-dire que ça a été enregistré, donc ça a été visionné, ça a été validé, et c'est là où le mécanisme... ça a été enregistré peu de temps avant la communication, mais bon, ouais. C'est pas un direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas, effectivement, on l'a pas attrapé entre deux couloirs, on l'a pas mis dans un truc, ça a été enregistré, ça a été pensé, ça a été réfléchi, et le rendu visuel aurait dû frapper tout de suite les communicants de l'Élysée, je pense.
Oui. Je ne suis pas certain que... Hélas, d'ailleurs, les choses ont été aussi organisées que celle-là, et je pense qu'il y a eu des éléments de dernière minute qui ont fait que ce qui n'est pas nécessairement ce qui était prévu qui est arrivé. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a... D'ailleurs, c'est vrai pour cette séquence... à la fois, il fait son émission de télévision, il y a l'affaire Cahuzac, mais c'est vrai aussi un peu auparavant, quand il y a la séquence entre le rapport gallois sur la compétitivité, qui était quand même quelque chose d'une avancée assez forte, qui en termes de communication fonctionne bien, il y a la conférence de presse qu'il fait, et puis à chaque fois, on a le sentiment que quelqu'un vient lui tirer le tapis sous les pieds parce que... Mais là, c'est Cahuzac ou c'est la personne qui a enregistré l'allocution? Non, là, en l'occurrence, c'est l'affaire Cahuzac. Donc, il y a aussi quand même des éléments qui sont des aléas, qui démontrent que l'agenda dit médiatique maîtrisé, qui tenait tant à cœur à son prédécesseur. D'accord, ça s'impose à lui. Là, s'impose à lui et qu'effectivement, là, il y a aussi des moments de communication qui sont déstabilisés par cet agenda. Oui, mais il gère mal, mais du coup, il gère mal l'aléa. Oui, parce que Robert, quand même, oui, bien sûr, il y a des aléas. Bien sûr, c'est très compliqué d'être président de la République dans la période actuelle. Il vaut mieux être conseilleur que soi-même président de la République. On est d'accord. Mais là, on parle quand même, Robert, d'une écriture médiatique, d'une cohérence entre le fond et la représentation. Et du coup, effectivement, ces aléas existent, mais il est du ressort de François Hollande et de son équipe de donner à voir, n'est-ce pas, de donner à voir dans une cohérence ce qui est fait. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement ces questions dont nous débattons importent tant que ça à François Hollande, qui est très intelligent, qui comprend vraiment très bien, mais est-ce que c'est si important que ça, finalement, tout ce dont on est en train de débattre? Visiblement, pour lui, j'allais dire, moi je suis ni amie, ni conseillère, ni rien, mais je dirais visiblement, ça lui importe peu, non? Écoutez, moi je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois que je suis venu dans votre émission, j'ai dit le problème qu'avait François Hollande, c'est qu'il n'avait pas encore commencé la narration de sa mandature, de son quinquennat. Je dirais que le drame, c'est que c'est toujours pas le cas. Et d'autre part, s'il y avait eu une narration, alors ces événements, ces incidents, ces aléas seraient rentrés dans la narration et on aurait pu les gérer. Donc il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi le cadre narratif. Et le fait qu'il n'y ait pas de cadre narratif fait que ça apparaît comme des espèces de petits machins, voilà, comme des espèces de petites virgules dans les médias, et ça ne laisse pas de traces, et ça ne laisse pas notamment de choses dans la mémoire collective. Et c'est ça le problème majeur auquel il est confronté. D'accord, alors oui, s'il y avait dernier mot, et puis on passe à la suite. S'il y avait eu un cadre narratif, effectivement, tout ça serait beaucoup plus facile à mettre en scène. Oui. Sur le fond, je crois qu'il a une conviction assez forte sur le fait que le politique doit dominer. Et tout ça, probablement aussi, pour de mauvaises raisons. C'est quoi les mauvaises raisons? Pour des raisons de comparaison erronée vis-à-vis de son prédécesseur et la façon dont son prédécesseur a utilisé la communication. Il a tiré des leçons qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes. Pour de mauvaises raisons par rapport, effectivement, à un spectacle de gourous en communication qui s'étale dans la presse et qui, dans une certaine mesure, joue de façon répulsive vis-à-vis d'un président comme François Hollande. Donc, cette accumulation de mauvaises raisons fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à articuler les deux moments, alors que ce sont des moments qui sont deux réalités. Il y a une réalité politique, il y a une réalité de communication. D'accord, parce qu'il s'est un peu rebellé contre qu'on va dire, peut-être, contre certaines techniques de communication, etc. Oui, un dernier mot, puis on passe à la suite vraiment. Juste pour en revenir au cadre narratif qui est extrêmement important, il a une vocation et une seule, c'est à ce que tout un chacun puisse raconter son histoire. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'avec ces bouts de communication mis par-ci, par-là, et qui tous ne sont pas du tout des échecs, mais on n'a pas le cadre et tout un chacun ne peut pas raconter ce que fait François Hollande. Et le propre de la communication, c'est de permettre de mettre en perspective pour que tout un chacun et les Français puissent raconter et donc s'approprier. Aujourd'hui, ils ont cette difficulté à s'approprier la politique de François Hollande parce qu'ils ne savent pas la raconter. Alors Robert Hazarder, vous disiez qu'il était un petit peu, on va dire, hostile ou réticent à ce qui pouvait être du registre de la communication ou de ce qui pouvait passer pour des stratégies de communication. Il y a un point dans lequel peut-être ça s'illustre, ça concerne le fameux humour, les fameuses blagues de François Hollande, on en a beaucoup parlé. Et fin 2011, on avait dit aussi que pour se présidentialiser, eh bien, il avait levé le pied, voilà, il en faisait un petit peu moins des blagues, du moins à la télévision. Et puis ces derniers temps, ces dernières semaines, eh bien, on les a vus ressurgir. Tout d'abord, la fameuse blague au Salon de l'Agriculture. Tu l'avais jamais vu, toi? Moi aussi. Bon, bah voilà.
Je pousse, tu vois, au salon de l'agriculture. Nicolas Sarkozy. Ah bah ouais, tu ne le verras plus. Voilà, alors remarque innocente, réplique un peu vache, évidemment beaucoup reprochée à François Hollande du côté de l'UMP, mais l'humour présidentiel tourne aussi quelquefois à l'autodérision, comme lors de son déplacement au Maroc. Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition. Et tout à l'heure, un membre, je ne dirais pas lequel, de la famille royale m'a dit qu'il y avait eu une formule de Lyautey, je demanderai à la vérifier, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances et donc on entend forcément que des autres points de vue peut-être un petit peu moins. Donc c'est terrible, là, c'est des commentateurs cruels à l'égard de lui-même, de son action et on se dit pourquoi fait-il ça? Alors Jean-Louis Missika, Robert Zarader, pourquoi pratique-t-il cette autodérision? Je pense que c'est son tempérament. Et effectivement, il s'est retenu pendant un certain temps et là, visiblement, il se retient moins. Moi, je trouve que c'est certainement un aspect de sa personnalité qui ne déplaît pas aux Français. Peut-être, mais alors on parlait du récit qu'il faisait, et puis faute d'avoir imposé un récit, vous disiez le récit c'était peut-être le récit des couacs, le récit des hésitations, et puis là, quelque part, il vient le conforter, ce récit, avec cette blague en disant quelque part qu'il échoue. C'est une forme de sincérité. C'est une forme de sincérité. D'abord, j'allais faire la même réponse que Jean-Louis, c'est parce que c'est François Hollande. Alors peut-être qu'après, si on va un peu plus loin, l'humour vache au salon de l'agriculture, c'était tout à fait adapté. Et là, en l'occurrence, de la même manière, gouverner, c'est pleuvoir. Sans me substituer à Lacan. Oui, sans me substituer à Lacan, je crois qu'il y a quelque chose de psychanalytique aussi, parce que je pense que dans sa façon de gouverner et de penser l'avenir, je pense qu'il est dans une alternative de pluie et de beau temps. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui vit le temps aussi en fonction de cycles. Et derrière le gouverner, c'est pleuvoir, c'est qu'un jour, on aura un retour au meilleur temps. Oui, voilà, c'est un peu ce qu'on dit de François Hollande, quelque part. Hein. Ma foi, attendons que les opportunités se présentent, attendons le retour du beau temps. Vous en pensez quoi, du coup? Il devrait... C'est vrai qu'on a appris pendant la campagne qu'il arrêtait l'humour, entre guillemets. Alors que... Ça, c'était le récit, pour le coup. Il y avait un récit. Il y avait un récit, j'arrête l'humour. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très dommage pour deux raisons. La première, c'est qu'il est très drôle, et sincèrement très drôle, et que pour être très drôle, il faut être très intelligent. C'est-à-dire que l'humour n'est pas une donnée qui appartient à tout le monde. Et que c'est en plus quelque chose qui génère un affect, qui génère une empathie. Et en cette période de crispation, de tension, etc., quelqu'un qui manie aussi bien l'humour et aussi bien l'autodérision, qui est une vraie marque d'intelligence, il devrait lâcher le frein à main et aller plus. Parce que sans en faire... Oui, parce que... C'est comme Barack Obama, finalement. C'est un peu de Barack Obama au dîner à Washington. C'est des séquences où ça nous fait plaisir, quand c'est aussi bien fait, voilà, on est fiers. D'accord, donc pour le retour de l'humour, disent certains. Non, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas assez solennel. C'est pas assez solennel. Je ne suis pas d'accord. On peut faire preuve d'humour quand, justement, on a déjà l'essentiel de la fonction, c'est-à-dire l'idée d'un dépassement de soi-même. Et donc l'autodérision n'apparaît pas comme un rabaissement de la fonction, elle apparaît comme une autodérision personnelle, de sorte que l'on préserve la fonction de la personne. D'accord, là il est trop affaibli pour se le permettre. Obama peut se permettre ça parce que personne ne met en doute la question de son autorité. De Gaulle, quand il dit c'est pas à 76 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Absolument. D'accord. Alors en tout cas, pour terminer cette question d'humour, il y en a une que les blagues de François Hollande font rire, ou du moins faisaient rire début février. C'est Angela Merkel, comme on a pu le voir lors d'une interview croisée. François Hollande, Angela Merkel, avant un match de foot amical entre la France et l'Allemagne. On écoute. Nous avons donné beaucoup d'importance au 50e anniversaire du traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. Angela Merkel est venue à Reims, je suis allé à Königsbourg, nous sommes allés après à Berlin, et aujourd'hui elle est ici au Stade de France pour un match entre la France et l'Allemagne. Et donc c'est vous dire maintenant le niveau auquel nous sommes parvenus de facilité, de relations simples entre nos deux personnes et nos deux pays. Madame la chancelière, vous manifestez souvent votre enthousiasme pendant les matchs. D'où vous vient cette passion du football et du sport ?
Mais je dois dire qu'Angela Merkel manifeste ses émotions même dans les conseils européens et pas simplement dans les matchs de football. Voilà, et là, Angela Merkel manifeste son émotion, elle rit. Cela dit, quelques temps plus tard, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas que de l'amitié entre François Hollande et Angela Merkel, mais aussi un peu de tension. On est dans cette tension amicale avec l'Allemagne, qui, comme vous le savez, Mme Merkel, elle n'a pas les mêmes idées que moi, mais nous avons une obligation, tous les deux, faire que l'Europe puisse avancer. Alors là, nous avons maintenant un débat. Sur la rigueur. Sur la rigueur. Ou pas la rigueur, je vais appeler l'austérité. Tous les pays d'Europe me disent, il faut que vous teniez ce langage, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et Mme Merkel, elle entend aussi, elle est consciente, parce qu'elle est européenne. Ça ne se remarque pas beaucoup. Oui, mais enfin, je suis européen. C'est parce que je suis européen que je ne veux pas que l'Europe soit la maison de redressement. Je suis pour le redressement, pas pour la maison de redressement. Alors voilà, pardon, commencez à commenter pendant l'extrait. Alors, tension amicale, hein, c'est presque un oxymore. Et puis cette fameuse maison de redressement. Alors, qui veut mettre qui dans la maison de redressement? Que pensez-vous de ces formules, Jean-Louis Missika? C'est certainement le fond de la pensée de François Hollande. Je pense que c'est extrêmement compliqué de tenir ce genre de propos quand on est président de la République et que l'axe franco-allemand est, je dirais, la dernière chose qui fasse tenir debout la maison européenne. Et alors pourquoi c'est compliqué? Maison de redressement, à mon sens, est particulièrement mal choisi. Oui. Parce que ça sous-entend que ça vise directement Merkel. Une maison de redressement, vous avez quelqu'un qui dirige la maison de redressement. Et qui dirige la maison de redressement. Voilà. Mais alors du coup, ça pose la question, alors peut-être vous allez de réagir sur cette phrase aussi, mais ça pose la question, parce qu'après on a vu le Parti socialiste partir comme ça contre l'Allemagne avec un texte qui fustige l'intransigeance égoïste de Mme Merkel, etc. Et on se demande si cette déclaration n'a pas été le point de départ de tout ça. Effectivement, il a ouvert une boîte de Pandore et le danger, c'est que les Allemands étant, eux, très carrés, ce qui est bien normal, maintenant, Berlin pense que c'est François Hollande qui a ouvert les vannes, ce qui est, à mon avis, une erreur. On peut se permettre des petits écarts de langage si derrière, il y a une chaîne de commandement. Élysée, Matignon, le groupe parlementaire, le Parti socialiste. Mais comme cette chaîne de commandement n'existe pas, eh bien, c'est bien logique. Le courant à la gauche du Parti socialiste se saisit des ambiguïtés pour faire avancer son schmilblick, et c'est ça la difficulté. Oui, vous êtes d'accord, c'était une grosse erreur aussi, ces déclarations sur Je crois que le problème ne commence pas là. Le problème commence quasiment à son élection, quand il a politisé le couple franco-allemand. C'est-à-dire que dans sa logique de se démarquer avec Sarkozy, qui pendant 5 ans avait formé un espèce de couple improbable avec Angela Merkel. Le toutou de Mme Merkel. Voilà, sa tension amicale, elle vient de là. C'est à la fois une tension pour continuer à donner le signe qu'il n'est pas Sarkozy, mais amicale parce qu'il est président de la République et qu'il faut que ce lien existe et soit fort. Donc on voit bien. Après, effectivement, la maison de redressement... Oui, d'accord. Donc tension amicale, ça allait. Maison de redressement, ça n'allait pas. Mais alors quand même sur le récit, parce qu'il y avait le récit des tensions au début, alors pas très amicales, et puis après on a vu cette image au match de foot, on avait l'impression que tout était rentré dans l'ordre, et c'est ce qu'il disait, enfin c'est ce qu'il cherchait à renvoyer, du moins, enfin l'image. C'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est-à-dire est-ce que ce qui est reproché, parce que il y a des différences fondamentales entre ce qu'il a dit avec David Pujadas et le texte du Parti socialiste, parce que dans le texte du Parti socialiste, c'est la faute de Mme Merkel si la France est dans la situation où elle se trouve. Oui, c'est l'intransigeance égoïste de Mme Merkel qui ne pense qu'aux épargnants allemands. Oui, il y a une nuance. Non, mais la question, c'est de savoir s'il n'a pas libéré ce qu'on disait. Donc, voilà, mais surtout, ce qui est troublant, si vous voulez, c'est que, bien évidemment, qu'il y ait des désaccords, des discussions, des recherches de compromis entre la France et l'Allemagne sur la politique économique européenne ou la politique monétaire européenne. Non seulement c'est tout à fait normal, mais ça dure depuis plusieurs décennies. Simplement, là, ce qui est mis sur la table, c'est une espèce de conflit politique avec les Allemands. Une espèce de volonté de traduire l'opposition entre la France et l'Allemagne comme une opposition entre la gauche et la droite. Entre la gauche et la droite. Oui. Mais est-ce qu'il a voulu lancer une nouvelle séquence? Effectivement, il y a eu la phase froide au début, relation froide. Après, la phase réchauffement, est-ce qu'il a voulu repartir dans la tension ou c'est juste une expression maladroite de sa part? Enfin, c'est la question qu'on se pose. Vous pensez que c'est voulu? C'est volontaire, oui. La tension amicale, ouais. Oui, je pense que c'est volontaire.
maison de redressement aussi. Maison de redressement, je ne sais pas. Et pourquoi c'est volontaire? Vous dites, pourquoi il a voulu quoi? Il est dans une situation où il exprime en quelque sorte, c'est là où on voit qu'il n'est pas dans une narration, c'est-à-dire qu'il exprime simplement son agacement ou son opposition à la position d'Angela Merkel. Mais ça ne débouche sur rien. Si vous voulez, c'est exactement comme le texte du Parti socialiste. Quelle est l'efficacité politique de ce genre de déclaration? On peut s'interroger. Pour le moment, on ne la voit pas. Apaiser peut-être la gauche du PS, oui. Oui, mais si c'est apaiser la gauche du PS, alors on est dans les petites querelles internes du Parti socialiste. Je crois qu'il y a un lien avec notre conversation antérieure, c'est-à-dire qu'il ne veut sans doute pas faire récit parce qu'il ne veut pas non plus se lier les mains. Il pense qu'il doit pouvoir jusqu'au dernier moment être au centre de rapports de force, et c'est ça, me semble-t-il, l'erreur. Ah d'accord, il ne fait pas récit, vous dites, parce qu'il ne veut pas faire. Il y a beaucoup reproché à François Hollande d'être versatile, de changer d'avis, d'hésiter, mais en tout cas, il y a un cap qu'il a maintenu, c'est le cap de la croissance. On écoute. Quelle est ma priorité? Quel est mon cap? Ma priorité, je l'ai dit, c'est l'emploi, mais mon cap, c'est la croissance. Je veux que la France connaissent une croissance. Pourquoi une croissance? Parce que c'est la production nationale qui est en cause. Moi, quand je vois les images, ce qui me heurte le plus, ce sont des entreprises qui ferment, ce sont des salariés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ce sont des décisions douloureuses qui sont prises parfois par des petits, dans des petites entreprises où on arrête une activité. Donc, j'ai ce devoir de remettre de la croissance. Voilà. Et alors là, pour le coup, la croissance, c'est quelque chose qu'il n'a cessé de marteler depuis le début de son mandat, même pendant la primaire. Et voilà, donc là, pour le coup, il est constant. Et ce que pensez-vous de ce thème? Est-ce un bon thème, Stéphane Rosès, ce thème de la croissance? Non, justement, parce que la croissance est une priorité économique. Ça ne fait pas société. La croissance, l'emploi, ça ne fait pas société. Ce sont même des outils qui permettent à notre pays, éventuellement, de tenir ensemble, de se projeter dans l'avenir. Mais en un mot, il ne tient pas un discours de président de la République en disant que le cap, c'est la croissance et que la priorité, c'est le chômage. Ça, c'est un discours de sondeur sur les priorités des Français, d'économistes, de technocrates. C'est pas ça le sujet du pays. Et à mon avis, c'est pas ça qui l'a fait gagner à la présidentielle. Les sondages montraient que la gauche... Il a bien martelé pendant la campagne, mais d'accord. Il a dit quelque chose qui me semble plus profond, c'est on peut survivre dans le monde tel qu'il est sans renoncer à notre modèle. La France n'est pas le problème, la France est la solution. D'accord, donc ça manque cruellement de vision, ça, c'est ça? Bien entendu, mais bien entendu, c'est un très bon discours de locataire de Bercy, c'est un très bon discours éventuellement de Premier ministre, ce n'est pas un discours de président de la République qui dit voilà ce qu'est le monde, sa mutation, voilà la place de la France dans ce monde, et voilà quels sont nos atouts qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir. Parce que pour le coup, il a cessé de le répéter, ça. Est-ce que vous êtes d'accord, Guy Elvez, aussi mauvais thème, mauvais choix? C'est pas forcément un mauvais thème. Mauvais cap. C'est que c'est un mauvais job, c'est-à-dire qu'il fait pas son job. Et on parlait tout à l'heure de storytelling, de cadrage du discours. C'est ça, quand on prend de la hauteur et cadrer un discours nécessite de prendre de la hauteur. Et si vous cadrez votre discours, naturellement, vous n'allez plus axer votre discours sur la croissance, l'emploi. Vous allez cadrer votre discours sur une perspective. Et c'est cette difficulté-là. On revient toujours à la même histoire. Il n'a pas d'histoire à raconter. Alors, Robert Zarader, oui, sur cette croissance, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, à lui, personnellement, ou vous pensez que c'est tout simplement aussi une erreur de communication, mauvais message et mauvaise analyse de ce que peuvent attendre les Français? En l'occurrence, c'est les deux à la fois. Je crois que c'est, comme ça vient d'être dit, c'est une condition nécessaire, mais ça n'est pas un cap, ça n'est pas un modèle, ça n'est pas un projet. Mais je crois que plus profondément, et là j'ai le sentiment qu'il est en train d'évoluer sur ce sujet-là, je crois qu'il avait... deux ou trois croyances très fortes. Ah bon, lesquelles? D'abord, je crois que c'est quelqu'un qui est fondamentalement ancré dans l'idée qu'on vit des cycles. Et donc, à un moment ou à un autre, les cycles se retournent. Or, l'économie n'est plus aujourd'hui dans une logique de cycle. Ça se retourne Deuxième pas, quoi. aspect, je pense qu'effectivement, il a une prédominance du retour à la croissance à travers ces cycles, qui est, à mon sens, déjà une deuxième croyance et pas nécessairement une réalité. Et troisième aspect, je pense qu'en plus, il y a quelque chose, comme je dis, il évolue sur ces sujets-là. Je pense que ça rejoint un peu ce que vient de dire Stéphane, c'est que pourquoi il ne définit pas finalement le modèle français, l'histoire française qui va suivre, parce qu'il pense qu'on va revenir au modèle d'avant.
et que globalement... Ça sert à rien d'en inventer un nouveau. Non, quoi. finalement, le cycle, la croissance, tout ça va nous permettre de revenir finalement à quelque chose qui est assez ressemblant. Alors je caricature un peu, bien évidemment, modulo quelques transformations, mais que fondamentalement, on est dans une crise et pas vraiment... Comme je dis, je pense qu'il a évolué là-dessus et qu'il est en train, là-dessus, de changer de point de vue et je crois de plus en plus être conscient beaucoup plus fortement de cette dimension de rupture. Ce qui devrait se traduire donc par un changement dans les discours. Enfin, du moins, on peut les guetter, on va les guetter. Oui. Je pense aussi qu'il y a un autre aspect qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si jamais il a autant de difficultés à construire son récit de la France, c'est ce que nous voyons sous nos yeux en ce moment même. C'est le fait qu'il y a à l'intérieur de la gauche deux sensibilités dont l'antagonisme ne fait que s'aggraver chaque jour un peu plus. Parce que entre la rupture avec l'Allemagne, qui signifie de facto la sortie de l'euro, et puis l'acceptation des disciplines budgétaires, qui signifie de facto une certaine forme de politique d'austérité, entre ces deux positions-là, il n'y a rien. Et donc, quand vous avez un président de la République qui veut faire tenir ensemble, à l'intérieur d'une majorité, à l'intérieur d'un gouvernement, ces deux sensibilités, que voulez-vous qu'il dise? Il n'a pas grand-chose à dire. Je ne sais pas, il n'a pas grand-chose à dire, c'est-à-dire de faire des oxymores, des blagues, être gestionnaire. Parce que vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Ou alors quand vous dites une chose et son contraire... En tout cas, vous disiez, Robert Zarader, qu'il était, vous pensez qu'il est en train de changer de discours aujourd'hui. Alors, mot de la fin, justement, là, on vient de revenir sur quelques images de cette année écoulée. Est-ce que vous avez, vous, l'impression aussi qu'il y a les prémices d'un changement de discours, d'un changement de récit ou pas, les uns et les autres? Les gazettes parlent de remaniement ministériel. On va voir si c'est l'occasion d'ouvrir une nouvelle séquence et de voir si, effectivement, on n'est pas à attendre des cycles, mais on est à dire un propos de la France en Europe et dans le monde. D'accord, oui. On arrive à une phase où on sent moins de certitude sur pas mal de sujets, notamment sur la façon de faire. Je pense que le doute, peut-être pas le doute, mais et pas l'humilité non plus, mais il y a une forme de respect de la fonction, respect de l'autorité, et il s'est surtout rendu compte des difficultés qu'on avait, que la fonction impose, que ce soit vis-à-vis du gouvernement, que ce soit vis-à-vis des parlementaires. Et donc on sent qu'il y a quand même une mécanique qui s'installe, qui n'était pas là du tout pendant les 6 premiers mois, où il n'y a pas une forme d'amateurisme, mais on se sentait un peu perdu dans la fonction, dans les bureaux. Là, on sent quand même que ça reprend un peu la main. On reprend un peu la main sur la bête. Vous voyez à quoi, un exemple ? Non, mais il y a des prises de conscience sur les questions économiques. On revient, on n'hésite pas à dire qu'on s'est trompé, mais à faire un petit peu machine arrière, à mettre de l'eau dans le vin, etc., sur pas mal de questions. Et ça, c'est une preuve peu de gouvernements l'ont fait. Souvent, les ministres ou les premiers ministres préfèrent se prendre le mur que de dire qu'ils ont eu tort. Là, on sent quand même qu'il y a une forme d'inflexion sur la politique du gouvernement, qu'il y a une forme de retour sur les questions économiques. Voilà. Et ça traduit une prise de conscience, et ensuite qu'on le veuille, une intelligence de la gestion, parce que c'est dur au bout d'un an d'ailleurs de dire tout de suite. C'est même assez terrible, ça ne va pas forcément, faire du bien à court terme. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, mais ça, je suis pas d'accord parce que je préfère quelqu'un qui dise je me suis trompé, on va changer, on va rectifier, plutôt qu'un type qui vous dit pendant 5 ans non, tout va bien, parce qu'à la fin c'est le mur. D'accord, Jean-Louis Missika. Moi je pense que ça va être très compliqué, parce que l'affaiblissement est là quand même. L'affaiblissement est là, et il y a un problème d'autorité, et marquer son autorité alors que l'on est affaibli, c'est un petit peu compliqué. Et construire cette narration alors même qu'on n'a pas tranché entre différentes sensibilités ou différentes lignes politiques, etc., etc. Donc on va voir. De toute façon, quand on réfléchit un tout petit peu à que peut-il se passer, quels sont les scénarios possibles, il n'y en a pas 36. Parce que moi j'ai été frappé, c'est vrai que les sondages c'est amusant. Des fois, j'ai vu un sondage dans lequel les Français disaient qu'ils étaient favorables à un remaniement, et ils disaient également que ça ne changerait rien. Et donc si vous voulez, alors à quoi ça sert de remanier si ça ne change rien? C'est une vraie question. Et donc est-ce que le remaniement, est-ce que le changement de Premier ministre, est-ce que la reprise en main du groupe parlementaire, est-ce que même cette reprise en main est possible? Je n'en sais rien. Est-ce que le Parti socialiste est libre comme l'air? Tout ça, on ne le sait pas. Est-ce que c'est le moment maintenant qu'il est aussi affaibli d'arriver à remettre en place des choses qu'il n'a pas réussi à faire dès le départ? Tu parlais d'une chaîne de commandement, et cette chaîne de commandement, est-ce qu'on peut la rétablir?
rétablir. Bon, bah écoutez, beaucoup de questions. Rendez-vous dans un an pour les 2 ans de François Hollande à l'Élysée. Merci à tous les 4. Merci à Marie Lebon et à Quentin Calmet qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando et à Diane de Charmas qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants. Justement, j'allais dire que j'étais optimiste parce que je voulais dire qu'il y avait un certain affaiblissement, mais l'affaiblissement, il est toujours relatif. Il est assez partagé, l'affaiblissement. Je suis un ami de François Hollande. Quand on voit toutes ces séquences les unes derrière les et autres, on en avait d'autres qu'on n'a pas toutes ces passées. occasions manquées. Ça y est.